Bonjour tout le monde. Alors, merci d'être avec nous ce midi. Je me présente, France Brunel. Je suis coordonnatrice scientifique experte en bioalimentaire au niveau du ministère de l'Agriculture, Pêcherie et de l'Alimentation du Québec et co-responsable là, de l'axe 3 du RFIC sur la communauté de pratique avec Madame Nathalie de Martinez-Forin qui est ici aussi aujourd'hui de Cyrano. Alors, on est heureuse d'accueillir aujourd'hui avec nous Monsieur Marc Shields. Monsieur Shields est responsable, il dirige le service du conseil scientifique auprès de la Chambre des députés du Luxembourg. Monsieur Shields est titulaire d'un doctorat en sciences de l'Université Paris-Sud, qui s'appelle aujourd'hui l'Université Paris-Saclay et d'un MBA de l'INSEAD. Il a exercé la fonction de chercheur et d'enseignant pendant plusieurs années au niveau de pays européens. Il a également orienté ensuite sa carrière vers des fonctions de direction et de pilotage stratégique là, dans les cadres d'institutions publiques et internationales, dont le Fonds national de la recherche du Luxembourg. Il a ensuite travaillé dans l'agenda européen au niveau de différentes initiatives là, importantes, dont favoriser la science ouverte, les réformes aussi du système d'évaluation de la recherche. Et défenseur des bonnes pratiques de recherche, il a été artisan au niveau du Luxembourg Agency for Research Integrity. Et maintenant, là, c'est ça, il travaille avec la cellule du Luxembourg et la cellule scientifique du Luxembourg, c'est avec la Chambre des députés et c'est ce qui va nous parler aujourd'hui dans le cadre de notre webinaire avec le conseil scientifique, la communauté de pratique là, et de l'axe 3 du RFIX. Alors, M. Schill, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir, puis on vous laisse la parole. Ben, merci beaucoup France et merci aussi à Simone, Nathalie et toute l'équipe du réseau francophone pour le conseil scientifique. Nous avons eu le plaisir d'accueillir un certain nombre d'entre vous il y a à peine quelques semaines ici au Luxembourg dans le cadre d'une séance de travail justement sur le conseil scientifique au niveau des parlements. Et c'était, en tout cas pour moi, c'était la première rencontre internationale dans ma nouvelle fonction, puisque j'ai pris la direction du service scientifique au sein du Parlement luxembourgeois depuis le 1er janvier. Donc, je suis ma prise de fonction est relativement récente et je suis, comme dans mes précédentes fonctions, je suis absolument convaincu la collaboration et la coopération internationale. Nous avons énormément à partager et aussi à apprendre les uns des autres. Alors, si vous voulez, comme il est d'usage, j'ai une petite présentation que je vais essayer de partager avec vous. Donc, voilà, est-ce que c'est bon? Je pense, hein. Donc, normalement, ça Parfait. devrait Oui, on va- s'afficher, c'est parfait. Donc, je vais vous parler un peu de la cellule scientifique qui a été établie au sein de la Chambre des députés au Luxembourg, le Parlement. Et cela me permettra à la fin de cette présentation aussi de parler un peu des défis, des opportunités, non seulement du conseil scientifique, parce que bon, ça c'est quelque chose, je pense, que le réseau intéresse beaucoup, mais aussi plus particulièrement quels sont les défis et les opportunités lorsque le conseil scientifique a lieu au Parlement. Donc, non pas au gouvernement, mais plutôt au sein de la législative. Alors, avant d'en arriver là, peut-être quelques mots sur le Luxembourg et sur la Chambre des députés. Donc, Luxembourg, petit pays au centre de l'Europe, entre la Belgique, l'Allemagne et la France, avec à peu près presque 700 000 habitants maintenant, dont à peu près la moitié sont des non-luxembourgeois. Donc, nous avons une longue tradition d'accueillir dans notre pays essentiellement des Français, des Portugais, des Européens qui font maintenant la moitié de la population.
Nous avons un système parlementaire monocaméral. Alors évidemment, nous sommes une monarchie constitutionnelle. Son Altesse royale le Grand-Duc Henri est le chef d'État. Mais pour le reste, c'est quand même un système démocratique qui s'appuie essentiellement sur un système parlementaire monocaméral avec un scrutin proportionnel, ce qui fait que nous avons une très longue tradition de gouvernement de coalition. Il y a pratiquement, dans l'histoire récente du Luxembourg, il n'y a pratiquement jamais eu le cas de figure, enfin en tout cas depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça a toujours été des gouvernements de coalition parce qu'aucun parti politique n'a réussi à obtenir une majorité proportionnelle. En général, c'est des coalitions de deux ou de trois partis. Actuellement, c'est une coalition gouvernementale entre le Parti démocrate chrétien et le parti libéral. Alors peut-être une autre remarque qui est intéressante à faire, c'est de dire que le système de recherche publique au Luxembourg est de facture, si j'ose dire, relativement récente. Il y a à peu près 25 ans. C'est essentiellement un système de recherche avec l'Université du Luxembourg qui a été créée en 2003, des centres de recherche publics qui ont préfiguré ou préexisté, mais qui ont véritablement connu un développement au cours des 25 dernières années. Donc, il y a eu une forte volonté des gouvernements successifs de mettre en place un dispositif de recherche publique avec une forte volonté d'atteindre l'excellence et l'excellence de la qualité scientifique dans un certain nombre de domaines. Voilà, donc ça c'est important parce que cela explique en partie euh, cette, que la culture scientifique, le fait que la culture scientifique, elle est seulement en train, si vous voulez, de s'établir dans notre pays. Alors, l'institution qui accueille en quelque sorte ou dont fait partie la cellule scientifique, c'est la Chambre des députés, donc le Parlement, composé de 60 députés, dont un tiers de femmes. Alors, on a 7 groupes ou fractions politiques actuellement dans ce Parlement, donc une coalition gouvernementale entre les deux plus grands partis. Et puis, il y a toute une administration parlementaire qui appuie le travail pardon, des députés. Donc, c'est ce qui fait l'administration parlementaire, à peu près 170 agents, euh, regroupés en 16 unités, et dont la cellule scientifique est une de ces unités. Donc, et je vais en dire un peu plus par la suite, évidemment. Alors, l'expertise scientifique, elle n'est pas totalement récente, parce que ce qui est intéressant, lorsqu'on recherche un peu dans les documents anciens, on voit ici un projet de loi autorisant qui date de 1881. Donc, un projet de loi qui autorise le gouvernement à légiférer et à prendre les mesures nécessaires pour endiguer les maladies épidémiques. Et en fait, cela fait suite à des épidémies de choléra. Et vous voyez à gauche de l'écran, vous voyez un rapport scientifique ou médical qui préconise des mesures pour endiguer ces maladies épidémiques. Donc, le Parlement s'est appuyé, à l'époque, la Chambre des députés s'est appuyée sur de tels documents pour légiférer. Et cela, je crois, contraste avec le travail que la cellule scientifique, comme d'autres cellules scientifiques dans le monde entier, ont effectué au moment de la crise du Covid, où, par exemple, nous avons été appelés à faire une synthèse des arguments pour ou contre l'obligation vaccinale. Donc ça, c'est un travail récent, enfin, qui date d'il y a 3 ans, de la cellule scientifique, parce que c'était effectivement une question politique qui, à l'époque, était très fortement débattue au sein du Parlement. Euh, Bon,
lorsqu'on dit cellule scientifique ou conseil scientifique au sein du Parlement, on est évidemment dans la branche législative. Donc, on est très proche euh, de la, de la fabrique des lois, si vous voulez, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, en quelque sorte, le conseil scientifique, il est véritablement, il a véritablement comme objet d'établir un pont, un lien entre les sciences, entre les connaissances scientifiques d'une part et la loi, le travail du législateur d'autre part. Alors, une de mes collègues juristes m'a fait remarquer m'a fait rappeler que la tradition législative luxembourgeoise, comme des traditions législatives du Code civil, est basée sur l'idéal de la rationalité. Donc, les deux loi et science droit et science ne sont pas si éloignés. Et comme vous pouvez voir sur la figure du centre, c'est une allégorie française de la loi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle se dresse avec les attributs de la science à ses côtés. Alors, si vous voulez, restons un peu plus moderne, le but du conseil scientifique, c'est donc en réalité d'être ce knowledge broker entre en réalité trois parties. Et nous allons voir que pour la cellule scientifique aussi, il y a une partie qui est importante, c'est le public. Mais en premier lieu, c'est le conseil des scientifiques vers les décideurs politiques et la promotion de ce qu'on appelle de nos jours le evidence-based policy, c'est-à-dire les politiques publiques qui s'appuient sur des données fondées et probantes. Donc ça c'est véritablement notre mission. Euh, le, le lien, comme j'ai dit, la science, le système de recherche publique au Luxembourg est relativement récent et donc il y a eu relativement peu d'opportunités pour les décideurs politiques, les députés, d'interagir avec les chercheurs, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas, ou il n'y en avait pas beaucoup. Et ce n'est que depuis une vingtaine d'années qu'on a vu se former, s'établir des instituts universitaires, des centres de recherche. Donc en 2016, on a pris l'initiative, et quand je dis on, parce que c'était en fait une collaboration avec le Fonds national de la recherche, il se fait qu'à l'époque, je dirigeais le Fonds national de la recherche. Donc j'avais pris avec quelques autres l'initiative d'approcher la Chambre des députés pour mettre en place ce qu'on appelait un pairing scheme, c'est-à-dire un programme de jumelage entre chercheurs et décideurs et députés, hein, députés du Parlement. Et ça s'est très bien passé parce que pour beaucoup de chercheurs, c'était en fait la première fois qu'ils avaient réellement l'opportunité et l'occasion de discuter avec des décideurs politiques et vice-versa. Donc, vous voyez, il y a eu des visites, les chercheurs sont venus suivre les travaux des députés au Parlement et inversement, les députés se sont déplacés dans les laboratoires, dans les instituts de recherche des scientifiques pour découvrir ce que font, sur quoi travaillent nos chercheurs. C'était une expérience extrêmement enrichissante et c'est à ce moment-là, suite à ce programme de jumelage, que l'idée est née de créer une structure permanente de conseil scientifique au sein du Parlement. Donc voilà, la structure a été mise en place en 2021. Elle a depuis, elle a pu croître. Donc voici l'équipe actuelle. Donc moi, je suis le dernier venu, hein, puisque j'ai rejoint l'équipe en tant que responsable il y a à peine 3 mois, en début d'année. Et je dois dire que j'ai eu le plaisir quand même de découvrir une équipe extrêmement de gens, de scientifiques extrêmement compétents et totalement dévoués à la mission du conseil scientifique. Donc c'est un grand plaisir de travailler avec cette équipe. En plus, c'est une équipe très pluridisciplinaire. Vous voyez, nous essayons de couvrir différents domaines, les sciences sociales, les sciences naturelles. Nous avons évidemment
un fort axe de chercheurs en sciences juridiques. Nous essayons de renforcer, nous allons essayer cette année de renforcer encore les sciences sociales avec le recrutement d'un expert dans le domaine des sciences économiques, respectivement de la finance. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire. Alors, vous allez me dire, c'est quand même une petite équipe, donc on ne peut pas couvrir toutes les compétences, c'est vrai. Mais une des missions de notre équipe, enfin de la cellule scientifique, c'est aussi d'établir les réseaux, de mobiliser les réseaux des chercheurs à l'université, dans les centres de recherche, que ce soit au Luxembourg, mais aussi à l'étranger, quand il y a des compétences très spécifiques et pointues qui sont requises et dont on n'a pas, dont on ne dispose pas ici au Luxembourg. Donc régulièrement, on fait appel à des experts externes, mais il y a aussi quand même un grand travail qui est fait en interne. Alors, quelles sont les valeurs qui guident notre travail? Ben, tout d'abord, c'est éclairer les députés et l'administration parlementaire dans le cadre du processus législatif. Donc, si vous voulez, dans le cycle politique, on intervient à différents endroits. On intervient de plus en plus maintenant dans la partie de définition des priorités, parce que ça, c'est important aussi. On intervient au moment du travail véritablement législatif. C'est-à-dire on intervient dans les commissions, ou à la demande, je dirais, des commissions, lorsqu'ils traitent des textes législatifs. Et on intervient aussi après, parce que bon, il y a la mise en œuvre. Par exemple, il y a eu une réforme constitutionnelle assez importante il y a quelques années, et donc il fallait aussi décliner cette réforme constitutionnelle en règlement et en règlement de la Chambre des députés notamment. Donc c'est à ce niveau que la cellule scientifique a été fortement sollicitée. Notre approche, c'est aussi celle d'une démarche pédagogique. Nous devons faire un effort de vulgarisation et de pédagogie scientifique pour communiquer de manière claire et transparente. Et évidemment, il y a les valeurs d'objectivité, d'impartialité et d'indépendance. Donc, nous présentons en tout cas, notre tâche, c'est de présenter l'état des connaissances scientifiques actuelles. Alors, au centre de nos missions, il y a cette mission d'expertise. Mais ensuite, nous avons aussi d'autres missions, comme des activités académiques, collaboration en interne et échanges politiques, réseau, partenariat, communication et l'organisation d'événements et de conférences. Donc, j'en parlerai un peu à la fin, mais pour l'instant, je vais me concentrer un peu sur ce qui est notre cœur de métier, à savoir l'expertise et les travaux de recherche. Alors, avant de décrire un peu le processus, peut-être que je peux vous montrer quelques résultats. Donc, en général, pour la mission expertise, la mission conseil scientifique, le plus souvent, le résultat se matérialise par un document. Donc, c'est des documents de recherche qui peuvent avoir des longueurs et des formes variées. Vous voyez aussi qu'on couvre énormément de domaines. Ça va de la problématique plus juridique du statut des femmes enceintes qui exercent un mandat politique. Il y a la question de l'interdiction de la mendicité au Luxembourg, l'effort de défense au Grand-Duché de Luxembourg, la pandémie Covid-19, évidemment, dans tous les pays. Je crois que les services de conseil scientifique ont été fortement sollicité. Voilà, donc c'est très varié, mais ce qui est important, ça se matérialise, le résultat de nos travaux, de nos recherches se matérialise par un document. La procédure est la suivante. La procédure, c'est que nous travaillons le plus souvent sur requête. Alors, la requête d'un travail de recherche, elle vient d'un député ou d'un groupe de députés ou bien d'un groupe parlementaire, d'un groupe politique ou bien d'une commission.
Souvent, je crois qu'à peu près un tiers de nos saisines viennent directement des commissions, parce que c'est évidemment au sein des commissions que le détail du travail législatif a eu lieu. Évidemment, le président, qui est un député, peut aussi nous saisir, tout comme le peuvent le secrétaire général et le bureau. Donc, en général, il y a une interaction informelle en début avec la cellule scientifique, ne serait-ce que pour qu'on puisse comprendre exactement quelle est la question, quelle est la nature de la saisine. Et souvent, ça permet aussi, cette interaction avec le député ou avec les groupes des députés, ça permet aussi de préciser la question et d'indiquer déjà qu'est-ce qui relève effectivement d'un travail scientifique. Et parfois, il y a quand même des saisines ou des questions qui ne sont pas véritablement des questions d'ordre scientifique. Donc, ça permet de préciser la question. Il y a une étape formelle de validation qui est effectuée par un organe qu'on appelle la conférence des présidents. C'est en fait la réunion des présidents des différents groupes politiques représentés à la Chambre. Donc, c'est eux qui formellement valide la saisine de la cellule scientifique. Et ensuite, c'est à nous de faire le travail de recherche. Et on peut effectivement, il y a des retours de temps en temps aux demandeurs pour l'informer sur l'état d'avancement des travaux, mais pour l'essentiel, si j'ose dire, on nous laisse tranquilles. Donc les députés jouent le jeu, ils nous laissent cette liberté et il n'y a jamais eu de tentative de prise d'influence. Donc on nous laisse travailler en toute liberté, faire nos recherches et faire la rédaction du document de recherche. Nous avons nous-mêmes en interne une étape de relecture, souvent par des pairs, que ce soit en interne ou avec des experts externes, pour s'assurer aussi de la qualité et de la justesse de nos conclusions. Mais je précise bien que c'est une validation scientifique, hein. Il n'y a pas de validation politique. Donc, une fois que nous sommes saisis d'un travail, nous pouvons travailler librement et le produit, si vous voulez, le document n'a pas besoin de validation politique. Il est validé en interne, validation scientifique, et ensuite il peut être publié. Donc ça aussi, c'est important, parce que parfois les documents, parfois nos conclusions peuvent très bien ne pas exactement correspondre à ce que les uns ou les autres avaient peut-être attendu, mais il n'y a pas de moyen, si vous voulez, d'arrêter ce processus, hein. Et c'est respecté, hein. C'est un jeu qui est parfaitement compris par les députés et qui est tout à fait respecté par eux. Alors, toute cette procédure et ces valeurs et ces missions sont contenues dans un document formel qui s'appelle les lignes directrices. Donc, c'est un document qui permet de très clairement définir les procédures, les missions, mais qui reste dynamique, hein. Donc, on peut l'adapter. Il n'est pas gravé dans la pierre, on l'adapte au fur et à mesure des retours d'expérience. On est saisi d'une très grande variété de travaux de recherche, comme vous pouvez voir ici. Ça, c'est ce qui rend notre travail extrêmement intéressant et aussi qui fait jouer tout pleinement la pluridisciplinarité de l'équipe. Donc ça, c'est extrêmement valorisant, je trouve, pour l'équipe, mais aussi pour le Parlement. Euh, on a différents formats pour différentes situations. On a des documents qui sont des véritables documents de recherche qui peuvent avoir jusqu'à 40-50 pages. On a des notes plus courtes. On a ce qu'on appelle des aperçus scientifiques qui donnent simplement une réponse brève à une question bien précise et qu'on peut produire assez rapidement parce que ça ne mérite ou ça ne nécessite pas de recherche exhaustive. On peut
peut parfois aussi simplement produire une liste analytique de références bibliographiques et aux députés, respectivement aux assistants parlementaires, ensuite de consulter les publications. Donc là, on a une grande variété. Si vous voulez un document, un véritablement travail de recherche, comme celui que je donne un exemple ici, il est assez volumineux. Il contient tout d'abord un résumé qu'on essaye de tenir relativement court. Il y a une table de matière. Euh, Ensuite, il y a différents chapitres. On essaie de donner des titres qui soient explicites, des illustrations graphiques, des tableaux récapitulatifs. Donc tout cela dans un souci de rendre nos documents lisibles et accessibles à un plus grand nombre de parlementaires et au grand public d'ailleurs, hein. Donc, on essaye de plus en plus d'inclure des graphiques des statistiques. Souvent, ce qui nous est demandé, c'est aussi d'inclure un travail comparatif, c'est-à-dire de voir un peu qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays. Donc là, par exemple, c'était un document de recherche un travail de recherche qui nous avait été demandé sur le dossier de soins partagés, ce qui est le dossier numérique des patients, hein, au sein enfin, les patients quand ils entrent dans les hôpitaux, tout est déposé dans ce dossier. Et donc, il nous a été demandé comment ça se présente dans d'autres pays européens. Donc là, on fait aussi appel à notre réseau de cellules et d'administration parlementaire en Europe, et on obtient assez rapidement et assez facilement souvent des informations à ce sujet. Et puis, une bibliographie souvent extensive fait également partie de manière systématique de nos documents de recherche, comme ça, bon, parce qu'on fait quand même un travail scientifique, donc on doit référencer nos sources, et puis cela permet également aux personnes intéressées de pousser un peu plus loin leurs analyses. Voilà. Sur quoi est-ce que nous nous basons? Ben, nous nous basons essentiellement sur des publications et rapports scientifiques, sur des données statistiques qui sont disponibles par ailleurs, parfois aussi des rapports d'experts et d'organisations internationales, des rapports de gouvernement et d'administration publique, la législation évidemment pour toutes les saisines d'ordre juridique, publication d'autres parlements et des organisations de l'Union européenne. Donc, on a bien évidemment, on prend soin à chaque fois que les sources soient des sources sûres, que ce soit des sources scientifiquement probantes. À part, à côté de ces échanges, enfin, les documents scientifiques, ça fait vraiment partie du conseil formel. Mais à côté de cela, nous avons évidemment aussi le conseil informel, donc les échanges, je dirais presque quotidiens avec les députés, avec les attachés parlementaires. Donc ça aussi, c'est un travail important qui présente un certain nombre de défis auxquels je vais revenir peut-être dans la suite, mais dans un parlement de taille réduite, c'est effectivement aussi une opportunité pour nous. Alors, à côté de cela, nous avons d'autres missions, les activités académiques. Notamment, donc il y a une chaire, la Chambre des députés finance et encadre une chaire de recherche en études parlementaires à l'Université du Luxembourg. Dans le cadre de cette chaire, notamment, il y a un observatoire du politique qui est mis en place avec des sondages et des questionnaires qui donnent un point de situation périodiquement sur les tendances sociétale et sur justement l'acceptation ou non par la société luxembourgeoise des différentes réformes politiques et l'acceptation, ou en tout cas, ça donne un point de situation de l'acceptation de nos institutions démocratiques.
Et ça permet aussi de mettre ces études, en tout cas ces données, dans un contexte international. Dans le cadre de cette chaire et aussi dans le cadre d'un master qui existe au sein de l'Université de Luxembourg, un master en études parlementaires, en Legislative Studies, un certain nombre de collaborateurs, un certain nombre de membres de la cellule scientifique participent à des enseignements. Donc, on donne des cours dans le cadre de ce master. On participe également à l'encadrement d'étudiants en master et à des thèses à des thèses de doctorat. Donc là, on a une riche, si vous voulez, on a une riche, une riche activité académique par les membres de la cellule scientifique. Ensuite, il y a des projets qui sont internes à la Chambre des députés, donc je ne vais pas en parler trop. On a notamment organisé des formations sur l'Union européenne. Donc ça, ça a été très bien reçu, qui était c'était des formations à l'intention des membres de l'administration parlementaire, mais aussi, je crois, des députés, des groupes et sensibilités parlementaires. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très bien reçu. Et nous avons aussi été chargés de piloter l'audit, le gender audit au sein de la Chambre des députés. Donc ça, c'est un projet interne, mais d'une grande importance qui est piloté par la cellule scientifique. Les réseaux et partenariats, je l'ai dit, c'est très important, notamment au niveau national avec l'Université de Luxembourg, les centres de recherche, le Fonds national de la recherche et un certain nombre d'autres organismes qui sont liés à la recherche scientifique. Et donc là, on a des interactions très fréquentes. On sollicite souvent, évidemment, des experts et de l'expertise située au sein de ces institutions. Mais les collaborations internationales sont également d'une toute première importance pour nous. La preuve que si je parle aujourd'hui dans le cadre d'un séminaire du réseau francophone international en conseil scientifique, c'est dire que ça nous tient à cœur. Mais nous sommes partis d'un certain nombre d'autres réseaux et de groupements comme l'APTA, par exemple, et un certain nombre d'autres réseaux. Et puis, nous menons aussi régulièrement des interactions avec des services de recherche dans d'autres parlements. Donc, une fois, en général, on a une visite d'études chez un parlement partenaire dans un autre pays européen pour voir un peu comment la structure de conseil scientifique se travaille et est structurée dans les autres parlements. Et puis, je dirais une dernière mission qui nous incombe également, c'est l'organisation de conférences. Donc, nous organisons des conférences internationales. On a voici deux exemples, des conférences sur les défis de la jeunesse, une conférence sur les défis de la jeunesse au Luxembourg et une autre conférence qu'on a organisée en 2023. C'était une conférence sur les mégatrends, c'est-à-dire une conférence de prospective et d'anticipation sur les grandes tendances générales d'ici à 2050. Et puis, tout récemment, comme certains d'entre vous le savent très bien, nous avons eu plaisir d'accueillir ici au Luxembourg la session de travail du réseau francophone qui portait justement sur le conseil scientifique au sein des parlements. Et donc, on a été extrêmement honorés et euh, très content et très heureux de pouvoir accueillir, puisque c'était notre première, en quelque sorte, notre première enfin, notre première conférence ou séminaire au sein d'une structure internationale.
Et puis, on continue ce programme de jumelage en collaboration avec le Fonds national de la recherche. On continue le programme de jumelage entre scientifiques et décideurs politiques. Simplement, on a changé un peu le format récemment. Donc, on demande maintenant, c'est devenu un véritable dialogue, si vous voulez, entre députés et chercheurs, où on essaye de cristalliser ou de faire ressortir quelles sont les thématiques qui sont d'un tout premier intérêt pour les députés et sur lesquelles les scientifiques, les chercheurs peuvent véritablement apporter un éclairage. Et donc, ça a été fait sur trois thématiques récemment, sur la thématique de l'agriculture, l'avenir de l'agriculture au Luxembourg, sur la thématique de l'éducation, du système éducatif luxembourgeois et aussi sur la thématique de l'accès aux mesures pour endiguer la pauvreté. Et on est bien décidé à répéter cet exercice qui a été extrêmement bénéfique, je crois, pour les deux parties. Donc, il faut dire aussi que les chercheurs ont très envie, les chercheurs installés au Luxembourg ont très envie, une grande volonté de participer à ce type de travail qui est destiné à éclairer les choix politiques. Alors, dans les quelques minutes qui me restent, je voudrais parler un peu des défis et opportunités. Donc, et en particulier pour ce qui concerne le Parlement. Donc, le défi, c'est d'établir une relation, tout d'abord une relation de confiance et une compréhension mutuelle. Je pense que, et dans mon expérience, le peu d'expérience que j'ai, ça s'est très bien fait. Je pense qu'il y a une bonne compréhension entre ce que peut faire la cellule scientifique, respectivement ce que peut apporter le conseil scientifique, d'une part, et quelles sont les attentes des décideurs politiques d'autre part. Il y a il y a une question qui est importante aussi, c'est celle de la publicité de nos productions scientifiques. Alors, la Chambre, les députés, les instances de décision ont effectivement la possibilité de garder ou d'attacher un certain degré de confidentialité aux documents préparés par la cellule scientifique. Mais il faut dire que dans la plupart des cas, on ne fait pas usage. Ils ne font pas usage de cette clause et il est bien compris qu'on a tout intérêt dans un souci de transparence, que les documents de recherche de la cellule scientifique soient le plus largement diffusés. En réalité, c'est des documents qui s'adressent aussi au grand public. Et on va voir dans un instant que cela présente aussi un certain nombre de défis. Donc, cette question de publicité des productions scientifiques, elle est posée, mais en réalité, il faut avouer qu'elle est traitée d'une manière tout à fait avec beaucoup de justesse des deux côtés. Évidemment, il peut y avoir à l'avenir, il pourrait y avoir des thématiques qui touchent à des sujets beaucoup plus sensibles, mettant en jeu la souveraineté de la nation. Bon, là, on pourrait comprendre si il serait tout à fait justifié que les députés demandent un certain degré de confidentialité. Alors, le fait que nos publications soient pour l'essentiel rendues publiques a comme conséquence qu'on a pas mal d'échos dans la presse. Donc, en réalité, les notes publiées par la cellule scientifique sont très souvent reprises par la presse, par les journaux. Et donc, cela nous donne un certain retour et aussi une certaine amplification. Donc, alors je dis, c'est à la fois ça a un côté positif parce que cela valorise évidemment le travail de la cellule scientifique, cela éclaire, cela apporte aussi un éclairage au grand public. Mais évidemment, bon, c'est toujours dangereux parce que nos documents de recherche peuvent faire 40 pages en volume. Il peut y avoir des conclusions, souvent sont très nuancées.
Et lorsque cela est repris dans un article juste de quelques lignes dans la presse, il y a toujours un risque de simplification qui peuvent parfois être abusives. Donc là aussi, on a une interaction à avoir avec la presse pour bien leur faire comprendre quels sont les enjeux, pour bien leur faire comprendre comment fonctionne la cellule scientifique, pourquoi est-ce que nos résultats et nos conclusions sont souvent relativement nuancés, mais je pense qu'on y arrivera également. Ce que l'on ne fait pas encore assez, mais ça c'est une des priorités, c'est d'avoir plus de feedback et d'évaluation. Donc de voir un peu avec les parlementaires, de sonder auprès d'eux comment les documents sont utilisés. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça répond véritablement à leurs besoins? Euh, on voudrait faire un peu plus d'anticipation à l'avenir pour voir quelles sont les thématiques socio-économiques et politiques qui se profilent à l'horizon et qui vont probablement, ou qui sont susceptibles de devenir importants et intéressants dans un avenir relativement proche. Euh, on a cette possibilité parce que j'ai dit au départ que la cellule scientifique, elle répond à des demandes qui viennent des députés, mais en réalité, on a aussi la possibilité de nous saisir nous-mêmes, avec évidemment un contrôle derrière, mais enfin une validation interne derrière. Donc, on peut nous-mêmes proposer des sujets et des thématiques dont on pense qu'ils pourraient intéresser les députés. Voilà. Quelques réflexions à la fin, puisqu'il me reste juste quelques minutes. Je pense que ce qui est important dans notre travail, c'est de garantir l'indépendance de la recherche des chercheurs. Comme j'ai dit, c'est quand même en long et en large quelque chose, une nécessité qui est bien comprise et qui est bien acceptée par les députés. Donc, on n'a jamais eu des tentatives de prise d'influence sur notre travail. La temporalité reste, toujours dans le conseil scientifique, reste un problème. Les différences entre temporalité politique, qui veulent avoir des réponses tout de suite, maintenant, et puis la temporalité de la recherche scientifique, où on veut faire une recherche exhaustive et complète, et ce qui prend du temps, hein. Donc là, bon, il y a de la pédagogie à avoir, il y a peut-être aussi à trouver le juste moyen. Communiquer la complexité de la matière. Donc, nous traitons quand même de sujets souvent complexes. Il faut communiquer et enseigner, je dirais presque aux décideurs politiques, mais aussi au grand public, les questions d'incertitude, l'existence d'hypothèses contradictoires dans la science. Ça fait partie du débat scientifique. Savoir distinguer entre ce qui fait consensus et ce qui reste encore hypothétique. Donc tout ça, c'est un apprentissage, une pédagogie à avoir. Le langage scientifique, bon, il faut le transformer, il faut le traduire en langage accessible, pédagogique. Et puis, il faut surtout aussi faire comprendre le processus derrière la science. C'est un travail de longue haleine, hein. Alors, les autres défis, je dirais plus sociétal. Bon, nous avons les développements, vous connaissez les développements sociétals y compris géopolitiques. Il y a dans certains secteurs de la société, il y a une remise en question des valeurs fondamentales, y compris des valeurs de la science, de la liberté d'expression, de la liberté scientifique. Il y a un énorme défi qui nous attend tous, c'est le fléau de la désinformation. Avant, on parlait d'alternative facts, maintenant on parle du common sense qui a l'air d'être plus gentil, mais enfin, c'est quand même à peu près la même chose. Et nous avons aussi un travail à faire en interne.
parce qu'il faut rassurer et solidifier la confiance dans la science. Donc, nous devons nous occuper de ce qu'il existe comme données manipulées, les entorses à l'intégrité de la recherche. France l'a dit, j'ai fait un travail, j'étais parmi quelques autres, j'ai créé l'Agence pour l'intégrité de la recherche ici au Luxembourg. Donc, c'est important, il faut continuer le travail. Les publications pseudo-scientifiques, comment faire la différence entre ce qui est une publication scientifique solide, de bonne qualité, et ce qui est une publication qui est pseudo-scientifique, d'autant plus qu'il y a maintenant des moulins, ce qu'on appelle des paper mills, des moulins à papier qui produisent des papiers qui ont tout l'air d'être des papiers scientifiques, mais qui en réalité ne correspondent pas à un minimum de standards scientifiques, mais qui pour la personne qui n'est pas scientifique, est très difficile à détecter, c'est très difficile à faire la part entre qu'est-ce qui est bonne science et qu'est-ce qui est mauvaise science. Et la science ouverte peut peut-être, moi j'en suis convaincu que la science ouverte peut nous aider. Mon dernier slide, qu'est-ce que le conseil scientifique dans un parlement, parce que certains de ces sujets-là, de ces défis, c'est évidemment des défis qui se présentent à chaque fois qu'on fait du conseil scientifique, que ce soit auprès des gouvernements ou auprès du Parlement. Alors, dans un Parlement, on a quelques singularités. Notamment le Parlement, en tout cas au Luxembourg, il y a une certaine volonté du Parlement de s'affirmer comme contre-pouvoir, donc véritablement comme d'affirmer son rôle de pilier, d'un des trois piliers de la séparation des pouvoirs. Et donc ça, c'est évidemment, c'est aussi en s'appuyant sur des études et sur de la science, des études scientifiques, et en tout cas sur le travail de la cellule scientifique, que le Parlement peut s'affirmer, peut dans une certaine mesure affirmer sa volonté d'agir comme pouvoir indépendant, en tout cas par rapport au gouvernement. Alors, dans un parlement, on a, contrairement à si on fait du conseil scientifique pour le gouvernement, vous avez en général un seul interlocuteur. Dans un parlement, vous avez une multitude d'interlocuteurs. Vous avez les députés, vous avez ce jeu entre majorité et opposition. Tout cela, c'est très intéressant. Ça rend notre travail d'autant plus intéressant, mais c'est un défi parce qu'il faut qu'on garder maintenir l'impartialité est évidemment c'est un peu plus un défi parce que les uns et les autres veulent parfois se servir de la cellule scientifique ou du conseil scientifique pour étayer leur position politique. Donc là, on fait très attention à faire bien la différence entre le scientifique et le politique. Et de la même manière, on est au centre. Dans un parlement, vous êtes vraiment au centre, vous êtes dans la fabrique des lois. Donc, vous êtes au centre du processus législatif. Or, une cellule scientifique doit quand même séparer le factuel et le normatif. Et parfois, on nous demande de rédiger des propositions de loi. Et donc on est presque dans une zone grise, mais on prend bien soin, ce moment-là, de bien dire qu'il s'agit de propositions et qu'il y a différents choix possibles qui répondent à différents choix normatifs et que les différents choix doivent être restent du ressort du politique. Voilà. Donc voilà, tout cela fait que le travail au sein d'un Parlement en conseil scientifique au sein d'un Parlement est extrêmement important, présente aussi un certain nombre de défis. Alors plus que jamais, je crois qu'on doit maintenir cette mission de honest broker et d'éclairer les choix et les options d'avenir sur lesquelles les députés et les parlementaires sont saisis et ont à décider. Voilà. Et je vous remercie et je serai tout heureux de répondre à vos questions. Merci. Merci, Monsieur Shields. C'était une présentation très intéressante. Alors, on va passer à la période de questions. Donc, vous pouvez les inscrire dans la conversation, dans le chat, ou sinon, levez la main, puis on va vous donner la parole. Alors, qui veut commencer? Donc, j'ai Gabriel Sazo B.
Je ne vois pas d'autre chose. Allez-y comme ça. Oui, non, c'est bon. Bonjour, merci pour la présentation, c'était vraiment très intéressant. Euh, je me demande si vous avez des réflexions sur la relation, s'il y a une relation entre, d'une part, tout le travail de conseil scientifique que vous dites être informel, et d'autre part, l'importance que vous accordez à établir une relation de confiance entre scientifiques et décideurs politiques. Oui, alors assez rapidement, nous mettons quand même beaucoup d'importance sur le conseil formel, hein. Parce que le conseil formel, il a toutes les qualités. C'est un travail qui est mené en toute indépendance. Il y a un document qui est publié avec les conclusions, qui est le même pour tout le monde. Il est public dans la presque totalité des cas. Donc voilà, donc là, c'est assez... si vous voulez, la question de l'impartialité, de la transparence, elle est automatisée en quelque sorte. Elle est automatiquement donnée, ces conditions d'impartialité et de transparence. Le conseil informel a ceci de problématique, effectivement, la transparence n'y est pas parce que ce que vous dites à l'un, l'autre, à un député, l'autre ne l'entend pas, ou ce que vous communiquez à un groupe parlementaire, l'autre ne l'entend pas. Donc il faut faire très attention, hein. Je veux dire, le conseil informel, il est effectivement utile pour tisser, nouer ces liens de confiance. Il est même indispensable, mais il doit quand même ça doit rester, je dirais pas de l'ordre de l'anecdotique, mais ça doit rester limité, parce que sinon, vous avez toujours un risque de fournir des informations à un groupe ou un député, mais sans qu'il y ait la transparence nécessaire. Donc, c'est beaucoup plus des interactions courtes, des questions auxquelles on peut répondre assez rapidement, qui ne nécessite pas un travail de recherche en particulier, hein. Donc, on est beaucoup plus, si vous voulez, dans le conseil informel, on est beaucoup plus dans notre rôle de pédagogue. Et un peu moins dans notre rôle de chercheur. Dès que nous commençons à faire un véritable travail de recherche, moi, je pense que le résultat doit être accessible et communiqué à l'ensemble des députés. Merci. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, c'est bon, merci. Je vois aussi Monsieur Bouab Delaoui, si j'ai bien prononcé votre nom. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Merci, monsieur, pour cet éclairage très édifiant. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes plutôt avec et au Parlement qu'avec le gouvernement. Alors, ça, c'est la première question. Je peux peut-être me tromper. Alors, concrètement, puisque c'est à la mode ici au Canada, la taxe carbone. Alors, vous avez dit que l'efficacité, elle est un peu mitigée. Alors, c'est quoi? Est-ce que c'est l'objectif ou est-ce que les outils pour l'application de la taxe carbone au Luxembourg? Oui, alors sur là, je vous invite à voir le document, à regarder le document, parce que je voudrais pas ici parce que là, on est dans le risque si voilà, si je vous donne une réponse en une ou deux phrases, on risque justement de perdre la nuance de la conclusion ou des conclusions. Donc, je vous invite à regarder le document qui Oui, est tout vous à avez dit fait... mitigé. Enfin, Oui. la cellule, enfin, l'unité a dit que c'était mitigé. Oui. Et donc, si vous voulez, d'autant plus que j'en suis pas l'auteur, hein. Donc, je vais pas, si vous le permettez, je vais pas reprendre cette étude en particulier, hein. Pour ce qui concerne votre autre question, oui, c'est effectivement, ça peut paraître un peu surprenant qu'on ait mis en place une structure de conseil scientifique au niveau du Parlement et non pas au niveau du gouvernement. Alors ça c'est bon, si vous voulez, ça vient en partie du fait que
ce programme de jumelage, on l'avait effectué avec le Parlement. Et donc, l'idée est née au Parlement, hein. La Chambre des députés, elle a dit, mais voilà, ce serait quand même bien qu'on ait une structure permanente de conseil scientifique. Alors, il faut savoir qu'au niveau du gouvernement, le gouvernement a quand même il y a quand même dans les ministères, il y a beaucoup d'expertise. Le gouvernement, ils ont toute l'administration, toute l'expertise qui existe au sein des ministères. Donc, il y a eu peut-être moins, le besoin se fait ressentir moins au niveau du gouvernement pour avoir un conseil scientifique. Ceci étant dit, moi, je ne représente pas le gouvernement, donc c'est à eux de se prononcer s'ils veulent éventuellement mettre en place une telle structure. Il faut dire qu'au moment de la crise Covid, le gouvernement avait aussi mis en place des comités d'experts indépendants pour justement traiter d'un certain nombre d'aspects comme les questions de vaccination et les questions d'autres types de questions en relation avec la pandémie. Mais ça n'a pas été pérennisé, hein, si vous voulez. Je vois aussi Nathalie. Merci, merci beaucoup pour la présentation, vraiment très intéressante. J'ai beaucoup de questions, mais je vais m'en limiter à deux, puis peut-être qu'on pourra rediscuter dans l'avenir à certaines choses. Moi, j'avais une question par rapport justement au lien que vous avez avec les chercheurs en dehors de votre cellule, parce que ce que je comprends, c'est que vous faites la recherche au sein de votre cellule, mais sur certains sujets, est-ce que vous impliquez, il y a des chaires, j'ai vu que vous aviez des liens, mais est-ce que vous impliquez des chercheurs aussi dans certains des dossiers, mais plus directement, ou certains experts, ou non, c'est vraiment, vous les citez, vous utilisez leurs travaux, mais ils ne sont pas impliqués directement, par exemple? Si. Alors, on fait parfois appel vraiment et on donne un dossier à un chercheur externe ou à un groupe de chercheurs, hein. Ok. Ça arrive, surtout lorsqu'on a une expertise sur place, hein, et on en a, et qu'on sait parfaitement, ben, ça c'est vraiment un dossier qui tombe vraiment pile dans la compétence d'un chercheur de l'Université du Luxembourg ou d'un centre de recherche. Alors, on fait appel directement à ces chercheurs et c'est eux qui font l'essentiel du travail, parfois en collaboration, hein, enfin le plus souvent en collaboration avec un des chercheurs de la cellule, mais donc c'est tout à fait possible, oui. Ok. Et vous rendez donc tous vos travaux publics, c'est ce que j'ai compris en fait, et puis j'ai vu les différents documents. Est-ce que, il y a des dossiers pour lesquels il est important, par exemple, d'informer d'abord en fait les parlementaires avant que vous sortiez public, parce qu'il pourrait y avoir, par exemple, un débat de société qui pourrait être suivi de votre dossier? Oui, alors comme je l'ai dit, il y a deux aspects. Premièrement, le demandeur, donc celui qui demande, que ce soit un député ou un groupe de députés, le demandeur peut lui-même demander à ce que le document ait un certain degré de confidentialité, donc soit d'abord retenu en interne du Parlement. Et donc, voilà, donc ça, c'est tout à fait possible. Et deuxièmement, lorsque c'est une commission qui demande un travail. Donc, si un travail est directement demandé par une commission, alors le principe est que il doit d'abord être discuté, le retour, hein, le document que nous produisons, doit d'abord être discuté en commission avant d'être rendu public. Et souvent même, les chercheurs sont invités en commission pour présenter, discuter, hein. Donc ça c'est obligatoire et ça je crois que c'est une juste mesure, hein, puisque si c'est un travail qui vient d'une demande qui vient d'une commission, ils doivent avoir la primeur des conclusions et ils doivent d'abord pouvoir en discuter en interne et ensuite c'est rendu public. Voilà. C'est bon, ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vois pas d'autres questions pour l'instant. Moi, je voudrais savoir, par contre, j'imagine que c'est bien reçu par la population aussi, le fait que vous publiez vos travaux. Comment c'est perçu que vous les rendiez publics?
Alors, il faut dire qu'en réalité, on ne le sait pas trop. Il faudrait qu'on fasse effectivement, qu'on procède à un sondage, un de ces jours. Bon, il faudrait qu'on le fasse une fois pour voir si, effectivement, sonder si la cellule scientifique est connue, si ses travaux sont connus. Mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, la presse en fait référence. Et donc ça, c'est un très bon signe, hein. Donc, on lit régulièrement dans la presse, respectivement, c'est diffusé par les médias, par les médias sociaux, des différents journaux ou dans le programme télévisé, radio, télévision, c'est pareil. Donc, on fait régulièrement référence au travail de la cellule scientifique. Donc, mais maintenant, je ne peux pas vous. Donc, je pense, enfin, de manière anecdotique, je sais, avec les personnes avec lesquelles j'interagis, que la cellule scientifique est connue. Enfin, c'est peut-être aussi un peu biaisé. Donc, il faudrait effectivement faire un jour un sondage pour voir quelle est la notoriété de la cellule scientifique. J'ai une autre main qui s'est levée, Madame Marc Schmidt. On vous entend pas, Madame Schmidt, de votre micro, je crois. Pardon. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation. Je trouve que c'est très, très intéressant de découvrir que nous avons une cellule scientifique attachée au Parlement au Luxembourg. Et alors, moi, il y a un sujet particulier qui me tient vraiment à cœur. C'est justement ce que vous avez évoqué dans tout ce qui est défi pour le futur. Et je pense que c'est un des très, très grands défis. Donc, évidemment, il y a la confiance dans la recherche et justement tout ce qui est mauvaise recherche ou juste, je veux dire, des choses qui sont dites et proclamées dans les médias sociaux. Par contre, le sujet de la bonne recherche, c'est un très, très grand sujet, un grand débat. Et j'ai quand même l'impression que le Luxembourg ne s'y colle pas très fortement, je dois dire. Effectivement, vous avez évoqué donc la création de l'agence pour l'intégrité de la recherche. Et je pense que justement, ces agences ou ces institutions sont très, très importantes. Et quand on voit un petit peu ce qui se passe à l'étranger, plus les scandales qui se greffent quand même dans le domaine de la recherche, en particulier évidemment préclinique, c'est terrible. Et par contre, quand on regarde le système lui-même qui favorise, je pense, pas forcément l'intégrité, il faudrait quand même commencer à se poser les bonnes questions, puisque notamment au Luxembourg aussi, la recherche est quand même payée avec de l'argent public. Donc, je trouve que cette idée de dire oui, la recherche est libre et les chercheurs peuvent faire ce qu'ils veulent, je pense qu'il y a quand même quelques notions à remettre dans cet esprit de liberté, puisque justement, quand on voit quand même ce qui se passe et quand on parle des sleuths actuels, donc détectives en recherche, je pense qu'il y a quand même il y a du boulot. Et alors, j'ai une question en particulier pour Luxembourg. Comment pensez-vous qu'un pays aussi petit, avec donc les conflits d'intérêts qui en découlent forcément et naturellement, comment peut-il y faire face de façon efficace et de façon à assurer. Vaste sujet. Je répondrai je dirais schématiquement, mais on peut en discuter plus. Je suis tout à fait disposé à en discuter plus longuement. Liberté de recherche, qu'est-ce que cela veut dire? Pour éviter tout malentendu, cela veut dire que les chercheurs sont libres de choisir leur thématique, de choisir sur quoi ils veulent rechercher, et surtout, ils sont libres de leurs conclusions. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont libres de la façon dont ils travaillent. Et ça, c'est l'intégrité scientifique, c'est-à-dire de travailler de façon
correcte. C'est comme pour les médecins, si vous voulez, il y a un art. Donc, si vous voulez, il y a des méthodes qui sont acceptées par la communauté scientifique qui sont déclarées et qui font partie de ce qu'on appelle l'état de l'art. Alors, c'est des méthodes qui évaluent. L'état de l'art n'est pas quelque chose qui est fixe, mais ça existe tout de même. Et c'est essentiellement un système autorégulé. Comme en médecine, hein. Et ça, c'est simplement dû au fait que les méthodes évoluent et l'état de l'art d'aujourd'hui n'est pas le même. Ce qui est aujourd'hui considéré comme étant une méthode dans un domaine donné, une méthode acceptable peut ne plus l'être à l'avenir, ne serait-ce qu'aussi parce que les techniques et l'instrumentation évoluent. C'est comme en médecine, hein. On n'a pas les mêmes instruments à disposition aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Donc, ce qui est considéré comme étant l'état de l'art pour faire un diagnostic, par exemple, aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes règles qu'il y avait il y a 50 ans. Donc, si vous voulez, liberté de la recherche, oui, mais ça ne veut pas dire que la méthode et que la façon de travailler soit libre. Ça, c'est en général cadré par les différentes communautés scientifiques eux-mêmes. Et donc, c'est un système d'autorégulation qui marche avec ses défauts, hein. Donc, je suis le dernier à dire que c'est quelque chose qui marche parfaitement et c'est quelque chose auquel nous devons travailler de manière permanente. Il s'agit aussi, une des difficultés, c'est aussi le système de valorisation dans la recherche. Et là aussi, j'ai beaucoup travaillé au niveau européen pour faire en sorte à ce qu'on revienne sur un système de valorisation des chercheurs qui soit un peu plus sain. Parce que si vous n'êtes valorisé que par le nombre de publications, bien évidemment, il y a une tendance à publier beaucoup et à publier des choses qui peut-être ne soient pas suffisamment sûres ou suffisamment solides. Et donc, il faut changer le système de valorisation. Il faut beaucoup plus revenir dans notre système de valorisation sur la qualité que sur la quantité. Et donc, je suis parmi un ardent défenseur de cette réforme de ce qu'on valorise en science. Et peut-être que je vais m'arrêter là parce que sinon, on en a pour un autre séminaire, Le hein. séminaire Donc, complet. J'irai avec la question de Madame Je- Edgar, puis après, il en reste une dans le chat aussi. Oui, vous vouliez, est-ce que ça peut être court, Madame Schmidt? Je m'excuse, parce qu'on est Ça déjà à fait, ouais, je comprends. Je voulais juste quand même parce que ça me semble très très important justement. Alors il y a et je me réjouis et je pense qu'on pourra effectivement discuter une autre fois. Par contre, ce que j'aimerais dire, c'est que justement en médecine, c'est bien différent puisque déjà les médecins, ils doivent adhérer à une assemblée, une association, etc. Et donc on va dire les suites légales en cas d'infraction sont quand même bien différentes de celles qu'encourent les chercheurs quand ils produisent des choses qui ne sont pas vraiment correctes. Et je je le pense que là, concède, je le concède. Madame Edgar, puis après, je vais y aller avec la dernière question dans le chat, puis ça va être tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Madame Edgar, Bonjour. bonjour. Bonjour, merci. En fait, ceci est présenté comme une innovation alors que ça aurait dû être le standard. On aurait dû avoir un conseil scientifique au niveau de tout Parlement. Car comment est-ce que les parlementaires arrivent-ils à prendre des décisions sans une consultation scientifique? Ça aurait dû être donc le standard. Mais j'ai deux petites questions. C'est que je ne sais pas si j'ai bien compris, mais est-ce que il y a une structure de conseil scientifique au niveau du Parlement et dont les membres sont permanents, ou est-ce que dans cette structure, vous faites un call for des chercheurs suivant la thématique débattue? Parce que si vous avez des chercheurs permanents au niveau du Sénat, bon, là, ils vont changer de casquette. Mais comme les thématiques débattues sont très diverses, je suppose que c'est la première option, c'est que vous faites appel à des chercheurs
de façon, on va dire, temporaire suivant vos besoins. Ça, c'est d'une. De deux, c'est le critère de sélection de ces chercheurs. Vous avez bien mentionné que vous avez, je vais mettre entre côtes, 2 camps. Et on sait très bien, comme ce que vient de mentionner aussi Madame Marthe, que dans certaines disciplines scientifiques, on peut avoir 2 regards complètement opposés. Et donc, selon quels critères est-ce que vous faites la sélection des chercheurs? Et est-ce que suivant les thématiques ou suivant les tendances ou selon, bon, vous avez parlé de publication, là encore c'est un autre volet. Donc ce sont essentiellement ces 2 questions que je désirais poser. Merci. Bon, pour répondre rapidement, effectivement, donc on a la cellule scientifique, c'est effectivement une structure permanente, mais qui forme le noyau, si vous voulez, de ce qui est le conseil scientifique. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on fait souvent appel à des experts externes, donc de la part de nos réseaux, universités, au Luxembourg et à l'étranger d'ailleurs, hein. Donc, on ne se prive absolument pas à faire appel aussi à des experts à l'étranger. Donc, si vous voulez, il y a les 2 couches. Hein. Il y a le noyau. Bon, on a quand même une expertise en interne qui est présente et avec laquelle on peut souvent traiter ou souvent répondre aux questions qui nous sont posées. Et puis, quand ce n'est pas possible, quand c'est des thématiques assez pointues, on s'adresse on fait appel à notre réseau d'experts. Souvent, on fait aussi relire. Il y a un processus de relecture. Donc, s'il y a une note, un travail de recherche qui est rédigé en interne, on le fait relire par un externe, par un expert externe et vice-versa. Hein. Donc il y a toutes sortes de configurations qui sont présentes, mais on essaye en tout cas à ce qu'il y ait cette étape de relecture indépendante par une expertise ou par quelqu'un qui n'a pas participé au travail, à l'élaboration du travail de recherche. Ensuite, la sélection, oui, c'est effectivement dans un certain nombre de thématiques, c'est un problème. Il y a différentes écoles. C'est quelque chose que je connais bien parce que avant, j'ai dirigé le Fonds national de la recherche et c'est où notre cœur de métier, c'est aussi de chercher des évaluateurs. Et c'est une problématique qu'on connaît bien dans un certain nombre de domaines où il y a différentes écoles qui ne se parlent pas, ou il y a les empiristes enfin, ceux qui vont du quantitatif et ceux qui vont du qualitatif. Par exemple, en sciences de l'éducation, c'est relativement marqué. Bon, ça c'est un défi hein, auquel bon, on ne peut pas demander aux deux parce qu'ils veulent pas collaborer souvent. Hein, donc on oriente un peu selon la nature de la question. Hein, mais j'avoue que ce n'est pas toujours évident. Hein. Bon, heureusement, on a eu relativement peu souvent les questions qu'on nous pose sont quand même des questions dans des domaines où il y a moins cette question ou cette problématique des écoles de pensée. Mais ça reste problématique, je le concède. C'est bon, merci. Bon, pour le chat, c'est ça, il y avait une question qui a été en partie répondue. Avez-vous d'autres précisions à donner sur comment sont intégrés, dans le fond, vos résultats dans le processus législatif? Et l'autre question, il reste sur votre mode de financement de la cellule. Après, je vais arrêter là pour l'instant, là. À moins que tout le monde veuille une autre question, s'il y en apparaît une autre, on ne fait pas. Alors, des exemples où c'est intégré Oui, est-ce que vous avez des précisions? La personne demande si vous savez comment ça a été intégré là, dans le processus législatif, dans le fond, vos références, Bah, comme je l'ai dit, par exemple, au moment de la réforme constitutionnelle, il y a eu un certain nombre de règlements qui ont été de règlements, aussi règlements de la Chambre, et qui ont dû être réécrits ou en tout cas reformulés. Et ça, il y a un travail de la cellule scientifique qui est directement rentré dans la rédaction de ces textes. Hein. Donc ça, on ne peut pas être plus proche de la. Puis maintenant, bon, vous savez, il y a une grande discussion qui vient d'être entamée, une discussion politique sur le système des retraites au Luxembourg, bon,
qui doit être réformé, ou en tout cas qui doit être ajusté, on va dire, pour assurer son équilibre. Donc là aussi, on a rédigé une note qui est plus une note pédagogique qui tend à expliquer comment fonctionne le système dans toute sa complexité et quels pourraient être les leviers sur lesquels une future réforme pourrait actionner, sans prendre parti pour évidemment pour aucune des propositions. Et puis, il y avait l'autre question, vous me dites sur le financement. Donc, le financement, c'est le budget de la Chambre des députés. Donc, on est intégré dans le budget du Parlement qui vote son propre budget, hein. Donc, voilà, donc ça, c'est relativement simple. Comme les autres services parlementaires, on bénéficie d'un certain budget voilà, qui fait partie du budget de la Chambre des députés. Parfait. Ben, merci beaucoup, M. Schill. C'était très intéressant. On va vous libérer pour votre soirée, étant donné que au Oui, c'est Luxembourg. ça. Donc, merci de votre participation. Très intéressante. Ben merci aussi, cela fut un plaisir et j'ai hâte de continuer à participer aux discussions et aux débats du réseau francophone. Et j'aurai grand plaisir d'écouter les prochains intervenants. Oui, ça sera apprécié de continuer les collaborations avec vous. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir pris le temps là, d'écouter le séminaire. Un plaisir.